Ma tourterelle, bonjour, ça fait si longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéo. Le chaîne YouTube reprend du service avec un joli programme de l'été, celui des interviews. Et c'est Stéphane qui ouvre le bal, pas le même que la dernière fois. Puisque Stéphane, c'est mon collaborateur principal chez Viens on s'aime. En fait, avant d'être fourmi Viens on s'aime, il était tourterelle Viens on s'aime, tout comme toi. Donc il a découvert mes vidéos comme toi, et il a fait mes programmes peut-être comme toi. Et maintenant, eh bien, il a rejoint l'équipe pour ma plus grande joie. Et en fait, alors qu'on discutait de nos vies, de nos ruptures plus précisément, on a remarqué que nos ruptures nous avaient apporté non seulement plein de choses, ça c'était pas trop un scoop, mais des choses en commun. Et c'est ce qu'on a voulu te partager dans cette vidéo-là aujourd'hui, dans cet échange entre Stéphane et moi. Donc c'est parti. Stéphane, sans une rupture, on se serait pas rencontrés. Non. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu une rupture amoureuse qui était assez douloureuse. Et en fait, je me revois, du coup, je cherchais des solutions de comprendre ce qui s'était passé exactement. Et j'ai regardé tes vidéos. Et j'ai aimé le ton que tu mettais et j'ai voulu aller un peu plus loin. Et en décembre 2020, j'ai décidé de m'inscrire au jardin du programme que tu proposais. Et en fait, ouais, tout est parti de cette rupture. Où, quand je l'ai vécu, c'était là, avec du recul maintenant, voilà, c'est ok, tout va bien par rapport à ça. J'ai bien cheminé j'ai vraiment compris des choses sur moi, sur comment j'agissais en relation. Et c'est vraiment grâce à la rupture que du coup j'ai pu découvrir Viens on s'aime. Donc cette rupture-là, en gros, elle a eu lieu il y a quoi, 2 ans, 3 ans? Ouais, c'était à l'été 2020, ça c'est... oui. 2 ans en fait, ouais, du coup pile 2 ans. Ouais. Tu vois, je pense que s'il y avait un recul avec la chronologie, je pourrais peut-être répondre facilement, mais en fait c'était très complexe. Il y avait tellement d'émotionnel au moment où j'ai décidé de rompre, mais j'étais pas complètement aligné au moment où j'ai fait cette décision. C'était très confusant comme situation. Il y avait je m'étais investi émotionnellement de façon très forte. C'était une relation de combien de temps? C'est une relation qui a duré 1 an à peu près. Ok. Tu vois, en fait, ma question est débile parce que tu me dis, ouais, je me suis beaucoup investi émotionnellement. Moi, tout de suite, tu pars dans un truc de durée, alors que tu peux t'investir beaucoup sur une durée qui est courte. En peu de temps, ouais. Non, mais c'est ça, et c'est là où tu te dis, même une relation qui dure très peu de temps, on peut s'investir de façon très forte, et en cas de rupture, c'est difficile à passer. En fait, ce que je retire de ce truc-là, c'est vraiment que j'étais dans une projection assez forte sur cette relation-là, à me dire que c'était la femme de ma vie, qu'on aurait des enfants ensemble, etc. Donc c'était très impliquant. Et le fait que ça s'arrête et que je vois que ce que je m'étais imaginé de cette relation était vraiment différent de ce que je vivais, et de l'accepter, de me dire que je m'étais planté et que du coup c'était pas la relation que je voulais vivre tout simplement. Il y a forcément des bons côtés, mais quand je regarde le tout, c'est une relation que j'ai eu du mal à comprendre, mais qui me tirait plus vers le bas que vers le haut. Et ça, de l'admettre, de se dire qu'on s'était planté alors que j'étais plein de certitudes avant, c'était quelque chose qui a été difficile à accepter. Et à un moment, il faut juste regarder les faits en disant non, là je suis pas heureux, je ressens beaucoup plus de mal que de bien dans cette relation, et à un moment je dois décider quelque chose, et le choix que j'ai fait, c'est de me séparer. Ça a été fait dans la violence verbale. Il n'y avait pas de tendresse à ce moment-là en tout cas.
Et c'était très brutal, quoi. Quand tu dis violence verbale, c'est parce que c'était intense ou parce que justement c'était froid? Qu'est-ce que tu entends par là? Plutôt intense. D'accord. Et du coup, une incapacité à communiquer, à se dire vraiment ce qu'on ressentait avec nos doutes ou quoi que ce soit, mais ça partait avec chacun de nos désillusions, parce qu'en fait, c'est comment tu joues dans la désillusion de l'autre aussi, comment toi, tu es acteur dans cette désillusion, sachant que tu n'en es pas responsable, ça lui appartient, mais tu appuies sur des points aussi qui blessent et qui font mal. Donc il y avait tellement de choses. La meilleure solution que j'ai trouvée, c'est de sortir de cette situation pour déjà me retrouver et retrouver aussi une certaine lucidité que je croyais avoir perdue. Quand tu dis t'étais pas aligné au moment de rompre, en même temps tu viens de dire voilà, j'étais pas heureux, je faisais le constat que en fait ça me tirait vers le bas. En quoi t'étais pas aligné? Parce que il y avait cette je sais pas si c'est une croyance ou cet espoir que les choses changent et que ça puisse changer si je changeais mon comportement, si elle changeait son comportement, ou si on bougeait certaines pièces du puzzle, il y a peut-être une possibilité que ça fonctionne et qu'on soit heureux tous les deux. Et c'est ce qui m'a fait réessayer un petit peu. Enfin, la rupture, elle n'a pas été du jour au lendemain. Ouais. Elle a été faite une première fois, puis on s'est re-rapproché, puis on s'est re-éloigné. Donc ça a mis du temps, et ça a mis peut-être 2-3 mois à ce que ce soit vraiment très clair dans ma tête et dans la sienne pour qu'on ne se voit plus. Ok. Donc c'est plus la peur de passer à côté de quelque chose qui te faisait douter et éventuellement faire un petit peu marche arrière après, avant que ce soit vraiment clair. Ouais, c'est de se dire, c'est peut-être moi qui déconne. Peut-être que si je déconne pas, que je m'adapte à elle, peut-être que ça va marcher. Je sais maintenant que non. faut pas faire ça. T'as essayé un petit peu du coup, ouais. C'est là où ça a pas... Ouais, j'essaie de me dire non, ok, c'est moi. Puis dans l'idée de ok, c'est quoi l'amour inconditionnel? Ok, faut aimer l'autre quoi qu'il arrive. Et du coup, il y a la notion de limite qu'on oublie parfois à ce moment-là. Se dire ok, je décide de l'aimer, donc quoi qu'il arrive. Mais quand c'est en début de relation, ou même au bout d'un an, sachant on s'est pas vu beaucoup au départ. On a eu une période où aussi on était séparés, où pendant on était à distance pendant plus de 6 mois, donc il y a eu tout ça qui a fait et cette distance aussi a fait nourrir ce fantasme quelque part de c'est la bonne personne, parce qu'à distance les relations sont toujours un peu différentes, vu qu'on n'a pas l'autre en confrontation, on n'a que l'autre dans sa tête, ou au téléphone ou par mail ou par message, on peut s'envoyer des vidéos, mais il n'y a pas cette continuité de la réalité, quoi. Oui, il n'y a pas la proximité de la réalité, et donc les frictions que ça génère et le travail que ça demande de faire pour bien cohabiter. Donc du coup c'est vrai qu'on reste un peu... Il y a un stade auquel la relation ne va jamais, en fait. Et jusqu'où est-ce que j'écoute mes limites? Déjà, est-ce que j'ai conscience de mes limites? Est-ce que je décide que, vu que j'ai décidé de l'aimer, quoi qu'il arrive, je vais accepter? C'est les questions que je me posais en tout cas à ce moment-là, quoi. Mais je sentais qu'il y avait un truc qui était pas fluide, parce qu'après je dis pas que les relations doivent être fluides, c'est normal qu'il y ait de la friction, mais que ce soit que dans la friction, ou majoritairement dans la friction. C'est là aussi où j'ai découvert aussi une certaine petite voix intérieure qui dit attends, ça déconne quand même. Donc oui, tu as envie d'être l'homme qui est là pour elle à ce moment-là, parce qu'elle exprimait des besoins d'attention, des besoins d'aide aussi sur certains points. Et à qui je donne la priorité? Est-ce que c'est ce petit murmure que j'ai en moi, ou est-ce que c'est à ma tête avec l'idéal que j'ai d'une relation? Donc, et t'as pas eu de culpabilité de donner manifestement la priorité à cette petite voix? Je crois que c'était le truc le plus difficile, se dire mais vraiment j'étais dans une... Enfin,
j'en dormais pas, quoi. Enfin, j'étais, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut écouter son cœur, sa tête? J'ai fait une vidéo là-dessus. Cœur ou raison. Ah là là, c'était, j'étais vraiment balancé dans une, entre deux, quoi. Et ouais, vraiment la culpabilité, c'est une émotion que j'ai appris à détester, du coup, à ce moment-là. Ouais. Parce que, en fait, je trouvais que c'était pas juste pour elle de partir, et c'était pas juste pour moi de rester. Et donc voilà, j'étais vraiment pris entre ces deux situations, donc chaud. Chaud. En même temps, tu vois, tu dis, bah voilà, est-ce que l'amour inconditionnel, tu vois, pour moi, il n'y a que quand on est parent qu'on a de l'amour inconditionnel envers son enfant, mais qu'en fait, il n'est plus du tout question d'amour inconditionnel à l'âge adulte entre deux partenaires amoureux. Là où on aimerait qu'il y ait cet amour inconditionnel, parce que, oui, c'est beau, sauf qu'en vrai, non, en fait tu vas pas aimer l'autre à tout prix, et que en vrai si tu fais un sale truc, t'arrêtes de l'aimer, donc et t'arrêtes d'être en relation avec, au même titre que tu peux continuer à aimer quelqu'un alors que tu peux pas non plus être en relation avec. Enfin, tu peux stopper une relation et sans stopper l'amour, ça reste deux choses différentes. Ouais, complètement. Mais j'étais dans les fantasmes de la relation absolue, avec une fusion totale, voilà, tout ce sur quoi tu nous fais bosser. Voilà, je suis bien passé par là, et c'était très riche, quoi, de pouvoir. Et c'est de reconnaître aussi que j'ai été dans un fantasme qui a été aussi intéressant pour moi, de me dire, attends, c'est parce que j'ai passé la barre tellement haut que forcément quand ça s'arrête, la chute est encore plus bas, plus haut, quoi. Comment t'as reconnu, tu vois, qu'est-ce qui t'a aidé à prendre conscience que t'es dans un fantasme? Parce que le propre de l'illusion, c'est que ça se voit pas. C'est qu'on dirait que c'est donc, du réel. Voilà. Et toi, qu'est-ce qui t'a mené vers un truc plus... Il y a certaines de tes vidéos aussi qui remettaient justement les trucs un peu en perspective, quoi. C'est qu'est-ce que je ressens entre l'état amoureux, le fait d'aimer, d'arrêter un peu cette confusion-là, de me dire ok, ce sentiment que je ressens, c'est l'état amoureux avec toute la chimie qu'il y a derrière. C'est quelque chose qui est là, et je dois le prendre en tant que tel, en ayant cette lucidité que c'est pas un état qui dure. Oui, à pas prendre ça pour argent comptant sur l'avenir que ça peut promettre, même si quand je suis là-dedans, j'ai l'impression que éventuellement, c'est pas une vérité pour tout le monde, mais que on a la sensation de se connaître depuis 10 ans, quand on est des flammes jumelles de je sais pas quoi. Exactement. Et que du coup ça nous projette tout de suite dans une sorte d'avenir tout tracé, alors qu'à ce moment-là, c'est vraiment juste des histoires qu'on se raconte et qu'on a l'air hyper vraies, mais c'est le propre de l'illusion. Et tu vois, il y avait une autre peur qui était là aussi, quand c'est de se quitter, se dire mais elle était quand même vraiment bien, et est-ce que je trouverais quelqu'un aussi bien, quoi. Et... je l'ai. En fait, je me suis dit ça à ma dernière relation catastrophique là. Et en fait, ce qui m'a aidé à partir, alors même que je me disais ça, non mais est-ce que je retrouvais quelqu'un aussi bien, aussi beau, parce qu'un mec, je serais très beau. Alors même que je suis difficile, voilà, physiquement, machin, enfin bon, bref. Et je me suis dit, attends, Galou, tu t'es dit ça à chaque fois qu'il y a une rupture, ça en fait quand même quelques-unes. Il y a toujours eu quelqu'un derrière, genre pourquoi ça s'arrêterait, genre oui d'accord. À ce moment-là, tu dis qu'est-ce que j'en sais moi qu'il est là, il est pas là devant mes yeux, donc il existe pas devant mes yeux, donc il existe pas tout court. C'est ça. Alors qu'en fait, je veux dire, quelle prétention quand même, quel orgueil de se dire si je ne crois que ce que je vois. Et que effectivement tant que je ne l'ai pas vu, alors je n'y crois pas. Alors que si tu regardes dans les faits, moi, à chaque fois qu'il y a eu une rupture quelque part, même si je croyais qu'il n'y aurait personne, il y a eu quand même quelqu'un derrière.
à un moment ça se répète, donc tu dis bah attends, ça fait quand même quelques fois que ça arrive, donc pourquoi cette fois-ci genre il y aurait personne, tu vois, pourquoi le truc il s'arrêterait maintenant. Ouais. Et tu vois, là-dessus, au moment de la rupture, c'est justement où là, t'as un focus qui est centré. J'appelle ça les lunettes sombres, quoi. Où en gros, tu mets tes lunettes et que tu vois tout en sombre, où ça va pas. C'est même pas les lunettes de soleil, là. Non, c'est les trucs où. Et en gros, tu te dis, non, mais il y aura plus jamais ça, je vais pas ressentir ça, etc. Et là, à ce moment-là, comme la séparation, mon radar, il était en mode, on voit plus de relation, c'est mort. C'est plus pour moi, allez, tout s'arrête. Et en fait, je pense que c'est ça qui est dur aussi dans les ruptures, c'est que, en fait, surtout quand t'as rendu une personne ou une relation un peu centrale, du coup quand elle s'arrête, t'as l'impression que c'est genre tout ton monde qui s'écroule. Ben, c'est ça. Alors d'où l'intérêt après d'avoir effectivement j'allais dire d'autres centres, alors c'est plus des centres, mais d'autres choses pour équilibrer, d'avoir des choses solides, parce que moi je sais que aujourd'hui, dans les moments de doute que j'ai eu avec Jordan, à un moment, je me disais, est-ce que je continue, est-ce que j'arrête, enfin voilà, il y a un truc qui me gêne vraiment. Et je me souviens, j'étais d'un moment où j'étais dans mon jardin et j'étais en train de faire un peu mes travaux de jardin. Je me disais, mais je vais mettre tout mon sapin bleu là, je vais mettre tout mon truc. Et en fait, à ce moment-là, j'ai pris conscience que effectivement, j'avais tout cet équilibre, que j'avais vraiment construit un truc hyper solide, et que ça me ferait trop chier de plus avoir cette relation, mais qu'en même temps, bah, pour une fois, si cette relation se terminait, j'avais la conscience que en fait mon monde ne s'écroulait pas, parce que j'avais la conscience de l'existence de ce monde-là, que petit à petit, au fur et à mesure des années, j'ai quand même construit, tu vois. Et là j'ai vu, je crois que j'ai mieux pris conscience en fait du rôle que joue chaque truc important dans ta vie, tu vois. Moi j'ai le jardin, toi t'as le théâtre, machin, enfin tous ces trucs qui sont solides. Et combien ça permet d'équilibrer. Enfin, je suis un peu confuse dans ce que je dis. Mais c'est de ne pas remettre l'essentiel de ton bien-être dans les mains d'une personne, et que tout l'équilibre ne dépend que d'une personne. Ouais. Et c'est plus facile de quitter une relation qui ne fonctionne pas quand tu as cet équilibre, parce que tu sais que bah ok, ça fait chier, mais en fait il n'y a pas d'enjeu de survie. C'est pas tout le monde, parce que en fait quand tu mets tout ton focus sur une personne, il y a une partie de toi qui en fait un enjeu de survie, en fait, de dépendance trop forte. Oui, c'est ça, de dépendance, de survie. Ouais. Ouais, c'est là où tu trouves ton équilibre entre ok, qu'est-ce qui est important dans ma vie qui ne dépend pas d'un autre, enfin, quand on parle de jardin secret, enfin, c'est pas te cacher, mais c'est juste qu'est-ce qui fait qu'est-ce que je mets dans ma vie sur lequel je peux m'appuyer, et que si on enlève un autre bout, bah, c'est vrai, ça m'équilibre. Et c'est important de se poser cette question de si l'autre n'est pas là, est-ce que j'arrive à vivre, quoi, simplement. Et ouais, la réponse est oui, même si on s'en rend pas forcément compte, la réponse est quand même oui, pour la majorité des gens. Et en fait, on s'en rend pas compte tout de suite, quoi. Mais c'est souvent... Enfin, il y a du temps, en laissant un peu de temps, et puis de se dire, mais en fait, j'ai du pouvoir quand même sur comment je vois les choses, quoi. Enfin, je trouve que c'est une façon de mieux se connaître, et de mieux connaître les pièges dans lesquels on tombe facilement. Parce que sans parler des schémas répétitifs, hein, il y a ça, mais il y a aussi des schémas qu'on ne perçoit pas comme répétitifs, mais qui amènent sur toujours un besoin de reconnaissance, un besoin d'être reconnu, un besoin de validation, d'approbation. Mais quand on perçoit qu'on a ces besoins-là, on peut plus facilement éviter certains pièges. De dire, en fait, j'ai peut-être pas besoin que l'autre me valide, je peux me valider moi-même sur certains points, parce que je peux compter sur moi. Oui, et en même temps, effectivement, il y a des schémas qu'on va identifier comme répétitifs, parce que c'est toujours la même situation qui se produit. Par exemple, ça fait 5 fois que je m'amourage d'un mec indisponible, et en même temps, il y en a d'autres qui sous-tendent en fait un truc répétitif. Par exemple, je suis en
en recherche de reconnaissance, mais je vais chercher la reconnaissance d'une autre manière, auprès d'une autre personne. Et en fait, je ne perçois pas à ce moment-là que c'est la même chose qui me met en mouvement vers tous ces trucs qui ne me satisfont pas, mais qu'en fait, la répétition, elle est dans ce besoin qui cherche à répétition différentes stratégies pour être satisfait. Mais, donc finalement, c'est quand même toujours la même chose qui parle. Ouais, c'est... Et d'en prendre conscience, en tout cas moi, cette rupture m'a permis d'avoir beaucoup de prise de conscience et de savoir vraiment là où je voulais plus, ce que je ne voulais plus vivre. Et je pense que c'est aussi un choix parce que l'inconscient, moi, je rentre pas là-dedans parce que j'y ai pas accès. Donc, mais je me dis d'essayer de rendre conscient quand même le maximum de choses, de s'observer. Et voilà, j'aime bien le côté de quand on s'observe et qu'on se dit attends je déconne de se marrer un coup parce que on est humain quoi. C'est pas évident de mettre de l'humour sur les trucs où tu non mais de voir ses erreurs avec humour, mais de pouvoir prendre peut-être une petite position de recul, une petite distance en disant bon ok tu fonctionnes comme ça et se dire ok ce que je me dis parfois c'est ok mon inconscient il voulait que je fonctionne comme ça, moi je décide que ce soit autrement maintenant quoi. Mais j'essaie de négocier. Ouais c'est ça, mais pas c'est mais laisser le temps aussi de digérer le truc parce que c'est pas t'as une rupture si ça te touche émotionnellement c'est pas en 3 jours tu vas te dire allez hop c'est bon on va se marrer un coup et comme tu dis c'est pas... c'est une fuite effectivement. Il y a une phase quand t'as la rupture t'as un peu 2 phases en fait. T'as la phase où t'es pas bien, voilà. Et comme t'es pas bien, le réflexe de la plupart, ça va être de fuir ce pas bien en allant se changer les idées, en allant rencontrer quelqu'un d'autre, alors que c'est le moment de rien du tout à part chialer en fait. C'est même pas le moment de comprendre ce qui a marché, ce qui a pas marché, c'est la faute de qui, nanana. C'est parce que en fait on est tellement dans l'émotionnel que le cerveau, la partie raisonnement, elle est même pas accessible. Donc en fait là, juste à part bader, en fait il y a rien à faire. Et après, une fois que t'auras bien badé, même si tu comprends pas pourquoi, parce que t'as pas besoin de comprendre pourquoi tu bades pour le vivre. Bon, après il y a une phase de bilan. Après il y a une phase où tu dis ok attends du coup qu'est-ce qui s'est passé, et puis effectivement de quoi j'ai plus envie, qu'est-ce qu'a déconné, quelle est ma part de responsabilité, et puis quelle est la part de responsabilité de l'autre, et puis maintenant qu'est-ce que je fais. Mais ça arrive dans un second temps, même si les questions arrivent dans le premier temps, mais les réponses arrivent dans le second temps. On peut pas avoir les réponses au même moment qu'on se pose les questions, dans la phase de... Mais la difficulté, c'est l'impatience, justement, d'avoir les réponses, quoi. Parce que quand, dans la vie, quand les choses sont posées, vont bien, tu te poses une question, tu te poses un peu, il y a des premières réponses qui viennent, c'est pas forcément. Mais surtout, il n'y a pas nécessairement de souffrance associée au questionnement. Il n'y a pas tout le côté émotionnel qui est là et qui vient... embourber un peu ta façon de penser et tout ça quoi. Je trouve ça difficile d'avoir ce truc de ok j'en ai ras le cul là de souffrir, là c'est dur et en même temps j'ai confiance que ça va aller mieux en laissant passer un peu de temps et en tout cas la solution que j'ai choisie, c'est d'en parler, d'aller en parler à des amis, à des, tous ceux que je voyais qui pouvaient m'aider, en disant que c'était pas top, c'était la situation, que c'était difficile pour moi, et ils ont été à l'écoute, et en fait. Il y a même un moment où je sentais que je les saoulais à tourner en rond, tu vois. Parce qu'en fait, même en m'écoutant, je me disais, mais en fait, je tourne en rond, quoi. Mais ça fait partie du processus aussi dans lequel t'évacues aussi, t'as besoin d'exprimer quelque chose pour que ça sorte de toi, parce qu'à l'intérieur, ça prend trop de place. Ouais, grave. Ça me faisait du bien, mais quand je m'observais, je me disais, mais je dois être trop relou, quoi. Parce que, et c'était ok, parce que... j'ai eu un ami, surtout, il était en mode... il disait rien, il m'écoutait, mais il avait une vraie présence, tu vois. Une vraie posture d'ami qui ne donne pas de conseils, qui juste écoute, accueille. Ouais. Et tu vois, là, c'est juste une parenthèse, mais je me dis, sans cette rupture, j'aurais pas pu découvrir la richesse de l'amitié que j'ai créée avec lui. Parce que je me suis montré comme j'étais, pas bien... pas en mec c'est bon je vais ça m'a dévasté quoi, c'était dur
Et j'aurais pas pu voir la richesse qu'il y avait chez lui sans ça, quoi. Je trouve qu'il y a un peu un équilibre qui se fait. À chaque fois qu'il y a des ruptures, il y a un truc que tu touches à côté. Enfin, tu perds quelque chose, tu gagnes ailleurs. Alors c'est pas sur la même chose, hein, et puis c'est pas dans les dictons à la con, une de perdue, une de perdue, 10 de retrouvée. Mais ouais, et du coup j'avais quand même ce sentiment donc je suis dans la parenthèse, mais j'avais ce sentiment de culpabilité qui venait me titiller, quoi. Et ce moment où j'ai pris conscience que je tournais en boucle, là, je me suis dit, non, allez, on sort les doigts des poches, ouais. Parce que on peut facilement aussi rentrer là-dedans parce que les gens te donnent de l'attention, ah mon pauvre, t'as pas de chance. Ouais, une forme de complaisance. Ouais. Et ça ne responsabilise pas, quoi. Et pour moi, la clé, c'est ce que j'ai eu pas mal aussi à travers ton accompagnement, c'est la notion de responsabilisation. Se dire en quoi j'ai du pouvoir. C'est pas en quoi je suis fautif, c'est pas en quoi machin, mais c'est en quoi j'ai du... Ouais, voilà. Parce que cette part de culpabilité-là, en fait, elle responsabilise pas. Tu vois, quand tu cherches, c'est la faute à qui? En fait, t'es dans le triangle victime-bourreau, c'est plus un duo, plus une ligne, parce que le sauveur est moins... Il est pas trop là, c'est Non. C'est plus dans le victime-bourreau. Et en fait, tu fais que alimenter ce truc-là. Il n'y a pas de responsabilité qui se prend suite à ce type de culpabilité toxique, là où en fait, comme on le voit dans le jardin, la vraie culpabilité, en fait, elle est saine, et c'est celle qui te permet de constater tes erreurs, mais c'est juste la partie où tu diagnostiques, ok, j'ai merdé, et il n'y a pas nécessairement il n'y a pas nécessairement d'émotionnel dedans, ça a coupé, donc je termine la phrase parce qu'elle est quand même importante. En fait, la partie plutôt émotionnelle et ressentie de la culpabilité, en réalité c'est plutôt la honte. La culpabilité, c'est la partie de toi qui va diagnostiquer s'il y a faute, s'il y a erreur. Et en fait, cette partie de diagnostic, elle n'est pas toujours bien aiguisée. C'est pour ça que des fois, tu te sens coupable de trucs que tu n'as pas fait, par exemple. Mais bon, c'est pas l'objet ici de te faire un cours complet sur la culpabilité, d'autant plus qu'il y en a un dans mon programme de tourterelle à tourtereau. C'est le programme dont on parle tout au long de cette vidéo avec Stéphane, qui t'accompagne méthodiquement et profondément du célibat à l'engagement. Je ne sais pas si tu te souviens là, mes petites vidéos du célibat à l'engagement. Et figure-toi que ce programme, il rouvre ses portes là, aujourd'hui, maintenant, et il est en promo jusqu'au 3 juillet. Ça fait 2 ans que je crée des vidéos pour ce programme, tout est bien rangé en termes de sujets, de compétences, de préoccupations, selon le stade de relation auquel tu es. Évidemment, le lien pour le découvrir et t'y inscrire est dans la description. Parenthèse terminée, on reprend. Et tu disais tout à l'heure, j'en serais pas là aujourd'hui sans cette rupture. Alors on s'est dit, on va en faire une vidéo parce que moi aussi je peux dire ça de mes ruptures. Je dis quand même, mes ruptures, elles m'ont amené à des trucs. Enfin, j'en ai vraiment fait quelque chose, tu vois, ça a été des tournants en fait de vie à chaque fois. Et toi, qu'est-ce que tu vois, tu fais quel lien en fait entre ta rupture et en fait ce que t'en as fait, le chemin qu'elle t'a fait faire? J'en serais pas là aujourd'hui, c'est-à-dire? Vraiment, c'est dans la connaissance de comment je fonctionne dans certaines situations sur lesquelles j'ai plus de contrôle, comment est-ce que je réagis. Et puis savoir où est-ce qu'on a envie de mettre les pieds. Et on ne sait pas où est-ce qu'on met les pieds, mais c'est déjà de se dire où est-ce que j'ai envie de mettre les pieds. C'est quoi la relation que j'ai envie d'avoir? Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? De se poser ces questions-là, ça me donne un cap beaucoup plus clair, et ça me donne dans mes comportements. Si je vois un début de relation et que j'ai des petits symptômes qui reviennent... ça me dit quelque chose. Oui, c'est ça. Je me rappelle un truc. Et là où ça me mettait peut-être 3 mois avant de m'en rendre compte, aujourd'hui ça peut peut-être m'en prendre qu'une semaine ou 2 semaines. Ouais. C'est une question de temps. Quand tu pitches pas, je vais y venir parce que c'est quelqu'un que j'ai rencontré suite à une rupture qui m'a dit ça. Elle m'avait dit, de toute façon, quand il y a un truc que tu vois pas, tu manges un peu, mais après, du coup, si tu le comprends pas, la vie te le resserre plus fort, plus vite pour que c'est bon, on va pas tergiverser, là maintenant c'est bon, c'est bon, tu le vois. Et moi justement,
c'était en 2014, j'ai eu une grosse rupture qui m'a bien fait mal, genre vraiment 2 mois de grosse chiale. Et en fait, ça n'allait tellement pas que... Enfin, j'en parle de temps en temps, mais que ma mère me voyant au fond du trou m'a dit bah, écoute, moi un jour j'ai fait une séance d'hypnose, ça m'a fait du bien, t'as rien à perdre, va en faire une si tu veux. Et en fait, du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris rendez-vous avec quelqu'un. Alors après, dans le bien-être que ça m'a donné sur le moment et sur le moyen terme, enfin, il y avait du boulot, donc ça n'a pas produit un quelconque résultat dans l'immédiat. Mais j'ai fait une expérience qui était intéressante et qui m'a fait dire hey, ok, c'est quoi ce truc que je connaissais pas, vas-y, on fait ça. Et en fait, parce que je me suis fait larguer et que ça a été hyper violent, j'ai eu recours à un truc que j'avais jamais fait, à savoir solliciter l'aide d'un thérapeute. Du coup, comme je savais pas trop où j'en étais dans ma vie professionnellement, que je voulais ok, je vais faire prof de yoga plutôt que dessin animé. Je dis ah bah vas-y, tu sais quoi, en fait non, on va faire formation hypnothérapie, donc je suis allée là-dedans vraiment. Et les sous que j'allais mettre, tu vois, en fait les sous ils étaient là, et puis je les ai changés de formation, mais du coup changement de cap. C'est là que j'ai rencontré, dans cette formation que j'ai rencontré quelques mois plus tard, mon mec d'après, avec qui je suis restée quelques mois. Relation hyper instable, et du coup, à la fin de cette relation, je sais plus, lui, il était allé voir une thérapeute aussi, il m'en a parlé, ouais, je suis allée voir Isabelle, super bien, nanana. Il m'a dit son nom, en fait j'ai dit ok, je vais aller la voir aussi. Donc okay. Je l'ai cherchée, je l'ai trouvée, elle m'accompagne du coup depuis 2015. Et puis, enfin tu vois, ça a été tout un enchaînement de trucs. Et voilà. Et alors comment j'ai... Non, après il y a eu moins de liens de cause à effet, mais voilà... Après, parce que après j'ai été 3 ans célibataire quand même, c'était bien costaud, en plus j'étais malade au milieu, enfin voilà. Et après j'ai rencontré quelqu'un d'autre, là c'était la pire relation de ma vie, mais en fait ça avait beau être la pire relation de ma vie, enfin ça m'a vraiment poussé dans mes retranchements, mais au moins c'est fait, enfin je veux dire ça a balayé un bon nombre de sujets, et clairement dans ce que j'en ai tiré là aussi, j'en serais pas avec Jordan aujourd'hui si ça m'avait pas fait bosser des sujets de fond. Et même j'en serais pas là dans Viens on s'aime, parce que je veux dire c'est aussi dégueulasse que soit cette relation, c'est ce mec là qui me demandait de m'exprimer envers lui en CNV, alors chose qu'il n'a jamais fait avec moi, mais du coup c'est pour essayer de me faire comprendre, essayer de retrouver un semblant de confort dans cette relation que je me suis mis à la communication non violente. Ça n'a pas du tout marché, c'était complètement crevé dans cette relation là, et j'ai compris plus tard pourquoi, mais n'empêche que j'ai développé une compétence qui me sert maintenant, mais dans ma vie quotidienne absolument, que je transmets, etc. Enfin, et voilà. Et tu vois, moi je vois les points, je vois là où ça m'a amené. Et en même temps, on fait cette vidéo parce qu'on voyait qu'on avait un point commun, que nos ruptures amoureuses nous ont tous les deux amené à une sorte de reconversion professionnelle, la tienne. Ouais, du coup, parfois c'est drôle quand même. Oui, c'est amusant. C'est oui, dans mes points. Donc voilà, j'étais salarié, j'avais mon activité d'aider des entrepreneurs à développer leur activité. Et au fur et à mesure, je me dis, tu commences à bosser sur toi, c'est intéressant. Puis tu vois certains changements, et c'est vrai que là aujourd'hui, il y a plein de trucs que j'ai envie de faire, mais c'est vrai qu'on discutait un peu ensemble sur toi, sur la vision que tu avais sur Viens on s'aime, sur... Non mais il y a un truc que tu dis pas quand même, c'est que ok, il y a eu la rupture, donc voilà, t'étais pas bien, donc t'as décidé de travailler sur toi, donc t'as atterri sur ma chaîne et t'as voulu aller plus loin, t'es arrivé dans mes programmes, et donc on s'est rencontrés à la première rencontre du week-end. Après t'es revenu au summer camp, et là moi je commençais à me dire quand même Stéphane, il est cool, à un moment quand il finit son programme on va se revoir parce qu'il est cool, et au final je sais plus comment on atterrit là-dessus, mais comment on s'est dit vas-y, tu sais quoi, viens dans l'équipe, moi je suis en train de constituer une équipe, et en fait ce serait cool que tu sois dedans. Je sais plus comment on en est arrivé là. C'est des échanges ou des textos, des
des trucs, et puis toi tu avais envie de développer. Moi, ce que tu permets, moi j'ai pu le vivre, donc je sais que c'est pas, ça a du sens quoi pour moi. Et tu vois, le fait d'être là maintenant, c'est directement en lien avec le moment où je suis sur ta vidéo YouTube et que je clique et que je découvre. Je me revois encore découvrir au moment où je décide de faire ton programme. Je fais ce lien-là et je me dis, si on revient un petit peu en arrière, sans cette rupture, je vivrais pas ce que je vis maintenant. Et puis où tu as découvert justement le métier que en fait tu voulais faire et tu savais pas que ça existait, par exemple, le truc d'intégrateur, etc. Un truc où toi ton besoin, c'est ce que j'ai vraiment envie de faire, vraiment de mettre en place tous les systèmes pour que ce soit le plus simple, le plus fluide et puis le plus qualitatif possible. D'être de participer, puis même il y a un côté aussi où d'œuvrer à quelque chose qui nous dépasse, quoi, parce que ce que les personnes vont faire de leur relation, c'est pas mesurable, donc c'est plein de trucs qui se diffusent derrière et c'est juste énorme, quoi. Et de connecter à ça, moi c'est un truc qui me parle et qui me motive, et puis même de pouvoir accompagner. Là maintenant j'avance aussi pour pouvoir accompagner aussi en individuel, donc j'ai envie de pouvoir faire de mon expérience et de mes apprentissages et de mes formations quelque chose qui puisse être utile aussi. Il y a une question que j'adore poser autant aux tourterelles que j'accompagne, mais que je posais à toi aussi, c'est quand tu vois là où t'en es et que tu revois le Stéphane qui est en train de se dire putain en fait rupture, mon monde s'écroule, PLS, tu vois, qu'est-ce que tu as à lui dire, parce que aujourd'hui t'as du recul, tu vois que non seulement t'es toujours en vie et puis ça va et que ton monde non seulement ne s'est pas écroulé mais en plus s'est construit. Qu'est-ce que tu as à lui dire, à lui qui est vraiment dans cette perception là que là il y a tout qui collapse. Message du futur pour le Stéphane du passé. Sois rassuré. Ça va. Ceci aussi passera. Tourne-toi vers les autres, mais pas forcément pour demander de l'aide, mais vois comment toi tu peux être utile, même si ça va pas. Je vois que c'est quelque chose qui, moi, petit à petit, m'a aussi redonné de l'énergie. Et je lui dirai ça plus vite pour qu'il comprenne rapidement. Le fait de se sentir utile, c'est quelque chose qui permet aussi d'aller mieux. Donc c'est en quoi je peux être utile autour de moi, mais ça peut être un voisin, c'est pas forcément des grandes choses. On le voit dans la vidéo que j'ai fait sur les besoins, en fait que le besoin de contribution qu'on a tous, c'est celui qui satisfait tous les autres besoins de certitude, parce que c'est sûr que même si tu sais pas encore comment tu peux être utile, tu peux contribuer à quelque chose ou à quelqu'un de plein de manières différentes, donc ça satisfait aussi la variété de sujets. Enfin, effectivement, ça vient donner du sens, t'es important parce que t'es utile, t'es quelqu'un, t'as un rôle et ouais, c'est un truc chouette effectivement à faire post-rupture. Ça va pas, comment je peux contribuer, parce que de toute façon là où j'en suis indirectement ça va satisfaire la majorité de mes besoins. Ouais, c'est ça, je lui dirais un truc comme ça en tout cas. Il y a le truc aussi de se faire confiance. Ouais, et puis quand tu dis fais-toi confiance à quelqu'un qui n'a pas du tout confiance, c'est un peu... Je dirais t'inquiète, ça va venir. En fait, moi j'aime bien ça, parce que je trouve qu'effectivement, tu vois, comme je viens de le dire mais fais-toi confiance, mais à quelqu'un qui est au fond du trou, il se fait pas du tout confiance, donc tu vois, il peut rejeter ça, mais par contre, dire t'inquiète, je sais, tu sais pas comment ça va aller, mais ça va aller. En tout cas, ça tient que à toi que ça aille, même si tu vas décorréler la certitude du comment, parce que en général, ça va pas et je sais pas comment je vais faire. Donc du coup, comme je sais pas comment, je sais pas si le résultat que je veux va arriver. Alors que je peux être tout à fait convaincue que le résultat, ça va aller, ça va venir.
sans savoir là maintenant tout de suite, sans savoir comment en fait ça va arriver. Ouais. Mais se dire ok, c'est ça la question de la responsabilité aussi. Je sais pas comment je vais le faire, mais je vais le faire. Ouais. Je sais pas comment ça va aller, mais je vais me démerder pour que ça aille. Mais c'est juste, j'ai conscience que ça va pas nécessairement arriver en 2 semaines. Ouais. J'adore ces trucs-là parce que souvent on focalise sur le comment en disant ah bah je sais pas comment faire. Mais Donc, si je sais pas comment faire, étape 1, alors je peux pas aller à l'étape 2. Alors que je peux me dire ok. C'est à l'étape 2 que je veux aller, voilà. Et je sais pas comment je vais y aller, mais je dois juste savoir c'est quoi le premier truc le premier à faire. pas, ouais. Peut-être que c'est pleurer, voilà. Ouais. Mais c'est ce qu'on voyait dans le coaching dont je te parlais tout à l'heure, c'est qu'il y a un moment pour l'émotion, il y a un moment pour la réflexion et un moment pour l'action. Si je cherche à faire tout en même temps, ça marche pas. Il n'y a pas besoin d'avoir toute la ligne et tout le plan d'action pour avoir la foi que ce que ça peut arriver, c'est possible. Et c'est même l'engagement que tu prends en mode ok, peu importe comment ça peut arriver, ça tient qu'à moi que ça n'arrive. Et aller mieux est globalement quelque chose de possible dans la vie. Je pense qu'on a plein de... Enfin, c'est aussi pour ça que je voulais qu'on partage cette vidéo, parce que bah, voilà, comme la plupart des gens, on a été à un moment hyper mal à cause d'une rupture choisie. Moi, pour le coup, c'était plus des subis, mais des choisis aussi, en fait. La dernière, elle était tout à fait choisie. Et que, bah, en fait, ça va. Et alors que quand tu vis le truc, t'as l'impression que ça n'ira plus jamais, mais t'es en mode drama queen, et en fait, c'est normal. Mais il n'y a pas grand-chose d'autre à faire, là, à part... Ouais, puis en fait on perd le sens, on sait plus quel sens ça donne. Parce que tous les repères qui s'écroulent en fait. Donc effectivement le sens qu'on croyait avoir trouvé dans quelque chose, ah non en fait... C'était pas ça. Mais non, c'était pas ça. Et après c'est quel sens je décide de donner à tout ça. Et c'est des trucs qui m'aident aussi de me dire ok, si j'avais pas le choix et de me dire comment cette situation pouvait être utile pour moi ou pour quelqu'un d'autre, qu'est-ce que je pourrais en retirer. Mais après, c'est pas d'aller tout de suite chercher à aller mieux dans la seconde, quoi. C'est vraiment Mais c'est ce moment-là qui est difficile, c'est au moment où tu es le plus mal et que tu es plus dans l'impatience et dans l'urgence d'être mieux, et que en fait c'est justement là qu'il faut y rester. Et qu'on n'a pas envie d'y rester, et qu'on sait qu'il y a un côté il faut que je sens que je suis au bon endroit. Et comme j'ai pas envie d'y rester, alors je vais pas au bout du truc, parce que j'ai l'impression que si je vais au bout du truc, alors je vais y rester, alors que c'est non, si tu vas au bout du truc, bah du coup il y a la sortie. Mais du coup, c'est la porte de sortie à travers, elle me... Et je pense que c'est bien d'être accompagné, alors soit avec peu importe comment, mais tu vois, quand c'est difficile d'aller demander de l'aide, et ça demande aussi de reconnaître une part de soi qui peut être vulnérable, qu'on n'a pas envie de montrer. Qu'on n'a même pas envie de se montrer. Ouais. Et je pense que le regard qu'on porte sur soi, c'est toujours le plus critique par rapport au regard des autres. On a un amplificateur en soi en disant non mais c'est impossible que quelqu'un accepte qui je suis comme ça, c'est trop sombre. En fait, c'est empêcher l'autre de savoir qui on est vraiment. Et voilà, le fait de demander de l'aide, moi je me suis mis dans cette situation-là, c'était pas glorieux quoi. Me dire ça va pas, comment tu vas, pas beaucoup mieux, machin, tu veux sortir, je sais pas trop. Mais quand ça allait mieux, après de les revoir et d'aller spécifiquement les remercier pour telle ou telle chose et leur montrer un autre visage Oui, alors qu'en vrai, voilà, t'as pas envie de montrer ça de toi, mais quand tu vois genre tes amis ou les gens que t'aimes qui sont dans un truc comme ça, tu vas pas les tacler. Tu vois, t'as juste envie de les soutenir. C'est ça. Donc à un moment, pourquoi on se met comme si il fallait pas montrer qu'il fallait. En fait, il y a comme un truc il faut que je me débrouille toute seule ou tout seul pour pouvoir aller mieux. À mon âge. Ouais. Et c'est que si je demande de l'aide, c'est que je suis pas capable de... Alors qu'on est une espèce d'interdépendant quand même. À un moment, on peut aussi l'accepter. On a besoin des autres, voilà. Une communauté d'humains. L'humain ne fonctionne pas tout seul. L'humain ne peut pas survivre tout seul. Espèce sociale. Bon, voilà. Et pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, où à un moment, tu sais, tu as confiance que ça va aller, je trouve que faut être passé, avant de pouvoir se dire ça, faut être passé par des moments où tu croyais que ça ne va pas aller. Ah ben en fait si.
Ouais. Bah, après, et puis encore un autre, et puis d'accord, donc en fait quand je crois que ça va pas aller, oui, je commence à avoir suffisamment de recul pour me dire que si, en fait ça va, mais ça a demandé quand même effectivement une attitude responsable pour que je fasse en sorte que ça aille et que je me laisse pas sombrer, sachant que quand je me laisse pas sombrer, je peux quand même avoir la sensation de me laisser sombrer quand je plonge dans ma tristesse. J'ai l'impression qu'elle va durer toute la vie. Et c'est ce qui me retient d'y aller, alors que en fait, la seule solution pour sortir de la tristesse, c'est d'y aller. Parce que tu peux pas sortir d'un truc si tu n'y es pas allé. Mais ça demande le courage de dire, ok, c'est impressionnant d'aller vraiment dans ces abysses de tristesse, quoi. Ouais, parce qu'on n'a pas envie d'y aller. Parce que d'une manière générale, être triste, c'est pas bien. Être colérique, c'est pas bien. Il y a déjà des injonctions qu'on a dans notre tête. Ou qu'on entend à côté. Et le fait que j'ai pu rebondir peut-être un peu plus vite que la fois dernière, c'est que je l'avais vécu aussi. J'avais une relation de 10 ans, on était mariés. Un petit entraînement. Voilà. Donc voilà, après 10 ans de relation, se dire, tiens, est-ce que je vais replaire? Est-ce que je vais me remettre en couple? Il y avait toutes ces questions-là qui étaient là. J'ai eu d'autres relations, puis celle-ci qui était plus complexe. Donc je crois que c'est là où on peut se dire comment est-ce que mon expérience, même si les résultats que j'ai, c'est pas encore ce que je veux atteindre, comment est-ce que ça peut être à mon service plutôt que être un boulet que je me porte. Pour moi, c'est ok d'être dans un idéal parce que tu peux avoir un idéal qui reste réaliste. Par contre, lâcher l'idéal de temps. C'est-à-dire, je veux que ça arrive, dans 2 mois, parce que j'en ai marre d'attendre. C'est quand que ça arrive. Moi, j'ai vachement été là-dedans. Genre, vas-y, j'en ai marre, là, c'est long. Et effectivement, t'as absolument pas prise sur le laps de temps que ça prend. Et c'est toujours trop long quand tu souffres, de toute façon. Mais ça, c'est pour ça que si t'as un... Et en même temps, je suis capable de dire ça parce que j'ai été dans cette frustration-là aussi. Et tu peux pas demander à quelqu'un qui a, je sais pas, 25 piges et qui est dans cette impatience d'avoir le recul et la sagesse de quelqu'un qui a 10 ans d'expérience de plus à 35 ans, qui a bien appris les choses quelque part. Ton mot de la fin. Quand je vois pas d'issue, c'est juste que je la vois pas, c'est pas forcément qu'elle n'existe pas. Comme quand je ne vois pas le mec qui est fait pour moi ou la meuf qui est fait pour moi devant mes yeux, ça veut pas dire qu'elle n'existe pas non plus. Exactement. Ça veut dire ce que je ne vois pas peut exister. Oui. La gravité existe alors qu'on ne la voit pas. C'est ça. Le Wi-Fi existe. Le Wi-Fi existe. On ne le voit pas. Mais ouais, c'est ça. C'est ça. Au mot de la fin. On ne sait pas ce qui va se passer, mais faisons en sorte d'avancer vers ce qu'on a envie. Et merci. Merci à toi. Et moi, mon mot de la fin, ça va être ça va aller, même si tu sais pas comment. C'est tout. Enfin voilà, ça va aller, même si tu ne sais pas comment. Ça ne tient qu'à toi. Toujours, même si tu ne sais pas comment. J'insiste sur le même si tu ne sais pas comment. Ouais. Yes. C'est la fin de cet échange avec Stéphane. Merci d'être allé jusqu'au bout. Si c'est le cas, j'espère que ça t'a fait du bien aux oreilles et que c'est rentré dans la tête et que c'est descendu dans ton cœur si tu veux aller plus loin. C'est le moment de faire de ton programme de tourterelle à tourtereau ton cahier de vacances. Il est en promo jusqu'au 3 juillet et il t'accompagne en 4 étapes et 9 modules du célibat à l'engagement avec des exercices transformateurs. Le premier nouveau petit pas que tu peux faire vers ton bien-être amoureux, c'est de cliquer sur le lien dans la description et on se retrouve pour la prochaine interview.